Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais directement commencer. Je suis professeure à l'Université libre de Bruxelles et je travaille surtout sur les rétroactions carbone-climat. Et un des sujets dont mon groupe travaille, c'est le permafrost et notamment le permafrost sous-marin et les rétroactions possibles sur le cycle du carbone et du climat. Aujourd'hui, mais surtout pendant les prochaines décades centenaires. Ce n'est pas un sujet où j'ai l'habitude de parler en français, normalement. Alors, il faut être un petit peu patient avec moi. Et parfois, peut-être il y a deux mots en anglais. Je vais demander de traduire si c'est vraiment important. Alors, le permafrost sous-marin, c'est vraiment une des grandes questions pour le moment. Est-ce que c'est un géant climatique endormi? Qu'est-ce que ça veut dire? On verra. Mais qu'est-ce que c'est le permafrost sous-marin? Où est-ce qu'on trouve le permafrost sous-marin? Ici, ça c'est l'océan Arctique. Voilà. Et l'océan Arctique, c'est un océan, comme tous les autres océans, mais c'est aussi un océan assez spécial. Et pourquoi c'est spécial? Parce que déjà, ça se trouve dans les eaux latitudes, alors c'est assez froid, et il y a des circulations de glace de mer qui sont très différentes des autres océans. Mais il y a aussi un autre aspect qui est assez spécial pour l'océan Antarctique, et c'est son grand plateau continental ici. Ça, c'est vraiment les zones de l'eau profonde. La profondeur, c'est peu profonde. Profondeur moyenne, c'est 60 mètres. Et ça veut dire qu'il y a des grandes interactions entre tous les processus qui se passent dans le fond marin ici, dans cette zone peu profonde, et l'océan Arctique. Et l'autre aspect, c'est aussi que l'océan Arctique, c'est vraiment entouré des masses de terre, ici, des continents. Et il y a un deuxième aspect qui est très, très spécial, et ça, c'est vraiment singulier. C'est seulement dans l'océan Antarctique qu'on trouve le permafrost sous-marin. Pourquoi? Parce que pendant le dernier maximum glaciaire, il y a à peu près 21 000 années avant aujourd'hui, il y avait le niveau de mer qui était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, à peu près 120 mètres plus bas. Et ça veut dire que tous ces plateaux continentaux qu'on trouve aujourd'hui, c'était exposé, c'était juste un environnement terrestre. Et là, on a eu la formation de permafrost. Le permafrost, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savaient pas? C'est juste le sol qui est gelé pendant 2 années consécutives. C'est simplement ça. On a eu cette formation de permafrost qui s'est accumulée ici. Et après, avec le réchauffement du climat, après cette maximum glaciaire, on voit le niveau de mer qui monte, encore une fois. On voit l'inondation de cette zone-là et de cette permafrost terrestre, maintenant sous-marin dans les sédiments. Et on voit l'accumulation de sédiments, de matière sur le fond marin. Et cette permafrost-là, il est encore là aujourd'hui, il est encore gelé, c'est en train de très lentement se fondre parce que les températures ici, au fond de la mer, c'est normalement des températures positives. C'est à peu près 4 degrés. Alors, c'est au-dessous de ce point de dégel. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est le permafrost. Dans la côte, il y a aussi des côtes permafrost. On voit ici tous ces dépôts glacés. Voilà. Et dans l'Arctique, normalement, on a cette image qui se présente. Alors, on a cette permafrost qui s'est formée
Ça, c'est l'ancien permafrost terrestre qui est maintenant sous-marin. Le permafrost terrestre, et après, on passe dans une zone qui est un petit peu plus discontinuée. Et tout ce permafrost, c'est important parce que là, il y a des grands stores de carbone. Il y a, ici, on le voit, ça c'est en mauve, on voit tous les dépôts sous-marins qui sont sous-marins aujourd'hui. Et ici en bleu et en jaune, on voit les dépôts terrestres. Et ça, c'est des grands stores de carbone. On a des estimations, c'est pas très bien connu, c'est quelque chose on ne peut pas observer facilement dans le permafrost, mais on trouve à peu près 2822 pétagrammes de carbone dans ce permafrost. Ça, c'est une unité, c'est assez scientifique, ça dit normalement pas grand-chose aux gens, mais c'est jusqu'un très grand nombre, une très grande masse de carbone. Et juste en comparaison, on trouve 750 pétagrammes de carbone dans l'atmosphère. Ça veut dire s'il y a vraiment cette quantité de carbone dans le permafrost, si ça se libère, ça peut avoir vraiment un grand impact sur l'atmosphère et sur le climat ou sur le cycle des carbones en général. Et ça, c'est vraiment un problème, parce qu'on voit que l'Arctique, c'est vraiment la région du globe qui se réchauffe le plus rapidement. Ça a à voir avec la structure de la Terre. Et jusqu'à ce que, il y a 2 années, on a pensé que l'Arctique se réchauffe à un taux de réchauffement 2 fois plus rapide que le reste du globe. Maintenant, on sait le nouveau données nous donne l'impression que c'est vraiment 4 fois plus rapide. Alors, c'est vraiment un effet qui change tout l'environnement. Ce qu'on voit, c'est vraiment les grands pertes de glace, mais aussi le dégel de permafrost, pas seulement terrestre, mais aussi sous-marin. C'est vraiment une accélération qu'on voit, avec des impacts et des quantités qu'on ne peut pas prévoir. Cet dégel de permafrost a un grand effet sur l'environnement arctique. Ici, on voit déjà quelques impacts. Ce qu'on voit facilement, c'est l'érosion côtière. On a des taux assez rapides. On voit des slumps. C'est des grands bouts de côte qui collapsent dans l'océan Arctique. On a une dégradation de la terre ici, il y a des fréquences élevées de feu. On voit une remobilisation de carbone, de nutriments dans le fleuve qui sont apportés dans l'Arctique, mais aussi un fondement de dégel de permafrost dans le fond marin. C'est évident, les impacts. Ici, c'est un des impacts les plus importants pour les gens qui habitent sur place. Ça a un grand impact pour les infrastructures. C'est assez difficile d'avoir des infrastructures stables. On le voit l'impact sur les routes, par exemple, mais aussi les immeubles. En Alaska, il y a tous des villages qui sont déjà disparus dans l'ancien Arctique. Mais il y a aussi, peut-être vous avez entendu, il y a aussi des grands risques associés à des microbes, des virus qui sont dans le permafrost, qui sont libérés. On a déjà eu quelques cas de maladies qui sont propagés dans cette région. Ce n'est pas encore une pandémie, mais il y a ce risque qu'il y a des virus qui vont se libérer, qui vont se propager globalement. Il y a aussi des pollutions, surtout des métaux et tout ça dans le permafrost qui peuvent avoir un effet sur l'environnement et surtout après avec la chaîne de nutriments sur les personnes
qui habitent dans l'Arctique. Mais ce n'est pas seulement terrestre, c'est aussi le permafrost sous-marin, et ça, c'est vraiment un grand risque aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe si on voit le dégel de permafrost? Ici, ça, c'est le permafrost. Alors, c'est juste le sol gelé. On voit ici, c'est la glace. Le sol, c'est normalement la matière organique. Et dans ce mélange de glace et de sol, on voit des microbes qui sont là, qui sont à peu près endormis, qui sont dans un stade de repos. Et avec ces dégels, maintenant les températures sont plus élevées, les microbes se réveillent et commencent à dégrader la matière organique ici, dans le permafrost qui est dégelé. Et cette dégradation de matière organique, parce qu'on n'a pas vraiment l'oxygène dans les sols, c'est des environnements anoxiques, il n'y a pas d'oxygène, alors ce qu'ils font, c'est pas comme nous, quand on mange la nourriture, quand on gagne l'énergie, on utilise aussi l'oxygène, mais eux, ils n'ont pas l'oxygène, alors ils font une sorte de fermentation. Et cette fermentation, peu importe, ça c'est juste l'expression chimique. Ce qui est important ici, c'est cette fermentation, ce processus de fermentation, ça produit des méthanes. Ici, le méthane, ça c'est vraiment un gaz d'effet de serre, très important, beaucoup plus puissant que le CO2. La concentration est plus basse dans l'atmosphère, mais l'effet c'est plus important. Et le méthane, comme gaz d'effet de serre, a une puissance à peu près 30 fois plus puissante que le CO2. Alors, c'est vraiment un risque, c'est un petit peu un souci, parce qu'on ne sait pas combien de carbone est situé dans ces stores-là, dans le permafrost terrestre et sous-marin. On ne sait pas bien comment le système va réagir à cet dégel. Et par conséquent, combien de méthane on pourrait libérer de ces grandes réserves de carbone qui sont pour le moment encore vraiment fermées, mais qui se libèrent, qui se dégèlent lentement maintenant et avec une accélération dans le futur. Alors, on a vraiment un petit peu peur de cette rétroaction dans le climat. Alors, on voit le dégel du permafrost qui peut libérer des méthanes, mais aussi de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre assez puissant. Et ce gaz à effet de serre peut réchauffer plus le climat, qui va dégeler plus de permafrost, qui va libérer encore plus de gaz à effet de serre, qui vont réchauffer encore le climat, et avec ça, on va voir un cercle de rétroaction qui peut mener à un tipping point et qui peut être assez dangereux, potentiellement, parce qu'on ne sait pas la quantité. On ne connaît pas la quantité. Alors, c'est quelque chose d'assez urgent parce qu'on voit le changement, on voit que le changement est plus amplifié en Arctique. On peut avoir des rétroactions dangereuses, alors c'est assez important de quantifier tout ce processus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit déjà? Oui. Actuellement, on voit, on observe pas mal des émissions de gaz qui viennent du fond marin en Arctique. Ici, c'est une photo de petites bulles de gaz qui descendent, qui sortent des sédiments, qui descendent. Ça vient du fond ici. Ici, c'est des images. Tout ce qu'en rouge, c'est des gaz aussi, c'est des petites bulles qui montent dans la colonne d'eau. Ce qu'on ne sait pas, c'est pour le moment, c'est des effets assez localisés. Ce n'est pas sur grande échelle qu'on voit ça, c'est assez intensif, mais très, très localisé. C'est difficile à estimer combien de méthane s'échappe. Il y a des estimations qui viennent des premières observations ici en 2014.
C'est des quantités déjà assez importantes de méthane qui pouvaient s'échapper. Ça, c'est juste d'une zone de la mer arctique, de l'océan arctique jusqu'en face de Sibérie, the East Siberian Arctic Shelf. Alors, c'est juste dans une partie de ce plateau continental, alors ça pourrait être beaucoup plus élevé. Mais il y a aussi des publications de chercheurs qui pensent que c'est beaucoup moins de méthane qui s'échappe du fond marin. Alors, c'est une discussion assez intense qui se mène pour le moment. Mais alors, ce n'est pas seulement la question, parce que ça, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui, mais nous, on s'intéresse aussi à ce qui va se passer dans 10 années, dans 100 années. Ça, c'est les échelles qui sont relevantes pour les politiciens, pour prendre des décisions. Alors, c'est déjà un problème qu'on ne sait pas combien de méthane s'échappe pour le moment, mais surtout combien de méthane va s'échapper dans les prochaines 50 années, 100 années. Alors, on voit déjà des changements, on voit déjà des flux, des émissions de méthane, mais il y a beaucoup de questions encore. Alors, les grands problèmes, vraiment, la question à répondre, c'est les dégels prévus, les projections de ces dégels, de cette augmentation de température. Les dégels de permafrost sous-marin excédera-t-il une rétroaction positive sur le réchauffement de la planète? Ça, c'est vraiment la question qui nous motive, qu'il faut répondre. Mais avant de répondre à cette question, il faut répondre à beaucoup de questions de combien. Quelle est la quantité de carbone émis par le permafrost sous-marin? Est-ce que c'est vraiment un chiffre important? Est-ce que ça peut avoir un impact important sur le climat, sur le cycle de carbone? Et pour arriver à cette réponse, il y a beaucoup de questions de combien de. Et on voit, moi je vais essayer de répondre, de donner un petit aperçu de quelques de ces questions pour finalement répondre à ces questions, avoir une première réponse à cette question, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors, si on veut répondre à des questions de combien, il y a plusieurs approches, évidemment. Et une des approches les plus adaptées à des questions de combien, c'est de créer un modèle, et un modèle d'un système réel avec un modèle d'ordinateur, de modélisation, un modèle numérique avec qui on peut essayer différents scénarios, on peut voir un petit peu ce qui se passe, on peut mesurer, quantifier la sensibilité des réponses. Ici, on a construit un modèle, ça c'est le permafrost, c'est un carotte de permafrost, un permafrost sous-marin, et on fait un petit modèle de ça dans l'ordinateur avec des équations mathématiques, avec des résolutions numériques. On voit ici la carotte de sédiments avec le permafrost sous-marin ici en profondeur et l'océan Arctique ici dessous. Et avec ça, on peut jouer un petit peu pour répondre aux questions. Et on peut se projeter en futur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avec les observations, mais on peut vraiment faire demander des questions de ce qui se va passer si les températures augmentent. Alors on peut laisser le permafrost dégeler avec des températures qui augmentent et on peut voir ce qui se passe. Évidemment, on s'intéresse surtout sur la réponse du système total, pas seulement sur une colonne ou une carotte de permafrost. Alors, on applique tous ces modèles, toutes ces équations sur un Arctique virtuel. Alors, on se construit
plateau continental virtuel avec des permafrost sous-marins. Et après, on peut réchauffer l'océan Arctique pour simuler cette réponse avec tout ce qu'on sait. Alors ça, c'est l'approche, ce qu'on va faire pour faire des projections. Et on va forcer ce modèle avec 3 scénarios. Il y a les grands scénarios qui sont utilisés par tous les modèles climatiques de Shared Social Economic Pathways. Et on va choisir 3, il y a plusieurs. Les plus extrêmes, qui est le plus réaliste. Le plus extrême qui assume qu'on va juste continuer comme maintenant à utiliser les hydrocarbures et focuser sur une croissance des économies. Il y a the middle of the road qui est un petit peu un mélange d'essayer de mitiguer, mais aussi de continuer comme on fait maintenant. C'est probablement pour le moment le plus réaliste et le plus optimiste qui prévoit un changement vraiment de fonctionnement vers un futur beaucoup plus équitable. Ça, c'est très optimiste, réaliste. Ça, c'est vraiment le cas le pire des cas, qui est le plus réaliste. Et avec ce modèle, on peut demander des questions et répondre aux questions. Quelle quantité de méthane sera potentiellement produite dans le permafrost sous-marin? Pour ça, il faut savoir quelle quantité de matière organique est dans le sol est disponible, quelle est la réactivité de cette matière organique, est-ce que c'est vraiment délicieux pour les microbes, est-ce que c'est quelque chose qui vont attaquer rapidement, est-ce qu'ils vont produire beaucoup de méthane ou pas, quelle quantité de cette méthane qui se produit pouvait échapper de fond marin, parce qu'il y a aussi des processus dans les sédiments qui peuvent consommer cette méthane, et quelle quantité de cette méthane va s'échapper finalement dans l'atmosphère. Ça, c'est vraiment la grande question, parce qu'il faut arriver dans l'atmosphère pour avoir un impact sur le climat. Alors, pour répondre à cette question, quelle est la quantité de carbone produit, de méthane produit dans cette permafrost sous-marin en dégel? Il faut savoir, il faut produire deux estimations. L'un, c'est le taux de dégel. Ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Ici, on voit les résultats. On voit pour les 3 scénarios le dégel qui se produit pendant 100 années. Ici, on voit c'est moins prononcé, évidemment, pour le scénario le plus optimiste. Et on voit vraiment les grands effets pour le scénario le plus pessimiste, avec un paire parfois de près de 40 mètres de permafrost, ou de dégel de permafrost sous-marin. Alors ces 40 mètres, c'est un volume assez grand, avec de carbone, de matière organique qui se libère là. Mais on voit vraiment des grandes différences. On voit déjà dans les scénarios optimistes et réalistes un impact un petit peu plus mitigé. Par contre, dans les pires des scénarios, on voit vraiment un grand impact. Alors là, on peut déjà estimer un petit peu l'impact qui va être exercé sur la production de méthane. Ici, on voit l'évolution temporelle de cette dégel. Alors on voit, nous on est à peu près ici, et on voit vraiment cette grande réponse. C'est prévu pour la fin de cette centenaire. Et pour le prochain, on voit une accélération assez rapide. C'est
c'est vraiment très rapide, très extrême pour les scénarios extrêmes, c'est beaucoup plus mitigé pour les autres scénarios. Et la cause pour cette accélération rapide ici, c'est la perte de glace marin dans l'océan Arctique. Ça, c'est quelque chose qui va arriver, en tout cas, n'importe quel scénario on va choisir, on va perdre cette glace dans l'océan Arctique pendant l'été. Et cette glace, normalement, a un effet isolant sur le fond marin. Alors, si on perd cette glace, on voit ici, c'est la concentration des glaces, et on voit ici des concentrations bas, on voit vraiment des grandes explosions de température. C'est parce qu'on a perdu cette glace qui a isolé le fond marin, et on voit une augmentation beaucoup plus rapide. C'est la même chose dans l'environnement terrestre, on voit des grandes fluctuations de température saisonnières, avec des températures négatives pendant l'hiver, mais des températures qui peuvent augmenter jusqu'à 30 degrés, même en Sibérie, en été. Et ça a un effet sur le dégel. Normalement, le fond marin, c'est assez stable, c'est à peu près 4 degrés. Mais parce qu'on est dans une zone peu profonde, on peut avoir des changements aussi. Si on perd le glace en été, on voit vraiment des grands restructuration de la circulation, réchauffement d'eau et vraiment un dégel assez rapide. Alors c'est directement lié. Il y a aussi une relation directement de la perte de glace sur la température terrestre aussi. Alors là, ça montre un petit peu ces rétroactions, ces connexions dans le système où quelque chose change et on voit de grands changements dans des autres éléments du système aussi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment des grandes différences entre les scénarios climatiques. On voit vraiment un changement au 22e siècle, alors vers la fin de notre siècle. Et ce changement est fortement lié à cette perte de glace de mer. Ça, c'est le dégel. Alors, le permafrost se dégèle. On peut libérer de grands volumes de permafrost qui sont pour le moment encore gelés. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui va arriver après ce dégel? Alors, on a les microbes qui sont endormis dans le permafrost, qui ont un métabolisme très bas qui permet juste de survivre, de se réparer. C'est pas, ils ne vivent pas vraiment, ils ne grandissent pas, ils ne se doublent pas. Mais là, si le permafrost dégèle, ils vont se réveiller et ils vont se trouver dans un environnement où on a pas mal de nourriture. Et cette nourriture, c'est la matière organique qui était là pendant la formation, qui est maintenant gelée dans le permafrost, un petit peu comme dans le frigo, qui se conservait. Et là, on trouve de concentration de matière organique assez élevée pour cette profondeur, ce type de sol. Mais la question, c'est vraiment, est-ce que ces microbes-là peuvent utiliser cette matière organique et à quel taux? Est-ce que c'est réactif? Est-ce que c'est délicieux pour eux? Et si on voit un sol ou dans le fond marin, c'est un petit peu comme un buffet. Il y a tout un mélange de matières organiques, de différents types de matières organiques. Quelques-uns sont plus délicieux pour le micro parce que c'est moins difficile de les dégrader. Deux autres sont moins délicieux parce que c'est très difficile à les dégrader. Et on voit normalement une distribution comme ça où on a... Ça, c'est la réactivité de la matière organique. Alors, est-ce que c'est délicieux ou pas? Les types de matières organiques délicieuses se trouvent ici. Et après, on a normalement aussi un grand fraction de matières organiques qui ne sont pas très délicieux, qui ne sont pas rapidement attaquées par le microbe. Alors, on peut, comme je dis, on peut l'imaginer comme un buffet. Et normalement, ici, on trouve le chocolat belge. Et ce côté-là, c'est plutôt le chou de Bruxelles.
Et bon, si vous êtes trop tard, tous les chocolats sont partis, vous vous retrouvez avec le chou de Bruxelles. Alors il faut vraiment maintenant essayer de voir si dans le permafrost on trouve encore de chocolat ou seulement de choux. Comment on peut faire? Bon, nous, on a, ou plutôt un de mes doctorants, elle a pris des échantillons de permafrost sous-marin. Ici, on voit les carottes de permafrost. Et elle a pris des petits bouts de ces carottes de certaines profondeurs. Et elle les a mis dans des petites bouteilles avec les microbes qui dorment dedans. Et elle les a dégelés lentement. Et on a observé, on a mesuré le méthane qui se produit dans ces échantillons parce que les microbes, ils se réveillent. On les laisse à 4 degrés, alors ce n'est pas très élevé, et dans un environnement anoxique, alors sans oxygène. C'est exactement l'environnement qui normalement retrouve dans le permafrost, dans le fond marin, s'il se dégèle. Et on a observé s'il produit des méthanes et si oui, combien. Pour tous ces échantillons. Et après, on a les observations. Et ce qu'on a vu dans tous les échantillons, c'est quand même remarquable parce que c'est des permafrost qui s'est formé parfois 10 000 années, il y a 10 000 années, 20 000 années. Mais ça peut être même jusqu'au Pléistocène, ça c'est plus de 2 millions d'années. Alors c'est des sols qui ont un âge de 2 millions d'années avec des microbes qui ont cet âge aussi. C'est des microbes qui dorment depuis 2 millions d'années dans ces sols et qui sont maintenant réveillés par Constance parce qu'elle a augmenté la température et qui se retrouvent dans cette situation où soudainement il y a des températures assez agréables pour eux parce qu'avant c'était moins 20. Et beaucoup de matière organique et probablement aussi de chocolat belge. Et on voit ici c'est exprimé comme CO2, mais on voit des crons, des productions de méthane dans ces bouteilles. Et dans toutes les bouteilles, c'est pas seulement dans un échantillon, mais dans toutes les bouteilles, de tous les âges, avec une production qui est assez augmentée au début, mais qui descend rapidement à un taux de background un petit peu plus stable, un petit peu moins excitant. Mais on voit vraiment un grand production jusqu'au début, après le dégel, jusqu'après le dégel. Et bon, on a pris ces données et on a combiné avec des données des autres gens qui ont fait la même chose avec des permafrost terrestres. À peu près dans les mêmes conditions. Alors on cherche toujours des conditions qui ressemblent le fond marin, alors de basse température, pas quelque chose à 20 degrés. Ça peut arriver dans les sols terrestres, mais pas sur le fond marin. Et anoxique, parce qu'on n'a pas d'oxygène. C'est pas comme sur la surface de la Terre. On est dans le fond marin, c'est anoxique. Il n'y a pas d'oxygène. Et on a déterminé cette déliciosité de permafrost. Ici, c'est difficile à voir, ça c'est juste les paramètres dans le modèle qu'on utilise, mais juste pour aider. Alors, les chocolats belges, ça se trouve ici, dans ce coin, et le chou de Bruxelles ici. Et ce qu'on voit ici, le permafrost, c'est tout le point en marron et en beige. Et juste pour comparaison, ça c'est les matières organiques qu'on trouve normalement dans des sédiments marins, en bleu. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment, avec toutes ces incubations, tous ces expériments, on voit que la matière organique dans le permafrost, c'est assez réactif au début. C'est à cet axe-là, on se trouve dans ce domaine de réactivité assez haut. Alors c'est délicieux au début,
On n'est pas dans ces coins-là. Mais structurellement, sur cet axe ici, on se trouve quand même structurellement dans ce domaine de choux de Bruxelles. Alors, ça veut dire, si on voit la distribution, on a quelques chocolats dans ce mélange, mais beaucoup de choux de Bruxelles. Et pour ça, on voit directement au début cette réponse assez rapide. Il se réveille, il se réjouit, il mange tout le chocolat, il produit beaucoup de méthane. Et après, c'est rapidement consommé, ce chocolat, et on se retrouve avec tout le reste qui est moins délicieux, moins facile à dégrader, surtout sous les conditions assez froides et anoxiques. Et pour ça, on voit cette baisse rapide de production de méthane. Bon, maintenant, on a déterminé ça. On a une idée. On le voit ici, quand même une variabilité. Cette variabilité est liée au fait que tous ces environnements sont des environnements différents. Tout ce permafrost s'est formé. Parfois, c'était des fagnes, parfois, c'était des dépôts alluviales, parfois, c'était un environnement anoxique, parfois c'était oxique, parfois c'était une forêt ou un toundra ou quelque chose comme ça. Il y a des grandes différences, il y a aussi des grandes différences dans l'état de dégradation avant le gel. Et tout ça, on voit ici, c'est directement exprimé comme cette variabilité qui est quand même énorme encore. Alors, il y a encore une certaine incertitude dans notre estimation de cette réactivité de matière organique dans le permafrost. Mais on a une première idée qu'on n'avait pas avant, et ça peut nous aider avec la modélisation. Si on met maintenant toutes ces données, toutes ces estimations dans le modèle, on peut calculer le taux de production de méthane dans le permafrost qui est en train de se dégeler. Ici, pour les 3 scénarios, et on voit ici, ça c'est les taux des incertitudes, c'est encore très haut. Alors on a pris toute la gamme des paramètres, des valeurs de paramètres qu'on peut avoir. Et on a fait tourner le modèle plusieurs centaines de fois. Et après, on calcule la moyenne pour avoir une estimation de ce qui se va passer, qu'est-ce qui se va passer dans le futur. Alors ici, on est maintenant ici et on voit déjà des émissions de méthane qu'on voit dans l'océan. C'est à peu près la magnitude qui était estimée sur base des observations. Alors là, on est bien. Et on voit cette augmentation qui est liée à cette augmentation, accélération de taux de dégel. Ici, vers la fin du XXIe siècle. Et on voit, selon les scénarios, il y a les pics pour les plus réalistes, les plus optimistes. Après, ça va se baisser, réduire encore. Et pour les scénarios les plus pessimistes, on va vraiment en grande production de méthane, avec parfois des valeurs ici sur le pic de plus de 300 téragrammes carbone par année. C'est encore des grands nombres. Ça ne dit pas vraiment quelque chose aux gens. Alors pour ça, on peut comparer avec des autres sources de méthane dans le système. Terre, aujourd'hui, on voit ici, l'océan, ce n'est pas un grand contributeur de méthane dans l'atmosphère pour le moment. On voit là, les grands joueurs, c'est vraiment all wetlands. Zone humide. Des zones humides. L'agriculture aussi. Ici, on voit des champs de riz. Ça, c'est des grands émetteurs de méthane. Des vaches, de feu aussi. Et ici, c'est le permafrost sous-marin. Mais attention, ça, c'est pour le futur. Ce n'est pas pour le moment. Pour le moment, c'est à peu près, on est à peu près ici. Ça, c'est pour la fin du siècle.
Et on voit quand même, c'est des émissions qui sont importantes, qui sont comparables avec beaucoup de grandes émissions. Et si on prend le scénario le plus pessimiste, on voit, on arrive quand même à des chiffres qui sont dans le même ordre de magnitude avec les zones humides, qui sont quand même des grands émetteurs de méthane. C'est des méthanes, c'est aussi le gaz d'effet de serre qui est le plus important pour le politicien parce qu'on voit directement l'impact. Alors c'est vraiment un intérêt très fort de réduire les émissions de méthane anthropogéniques, mais si on ne connaît pas les émissions de méthane naturelles et si les émissions de méthane naturelles continuent à augmenter avec le changement climatique, ça pose des problèmes pour notre budget d'effet de gaz de serre. C'est pour ça qu'il faut connaître le chiffre bien aussi. Alors, c'est des quantités assez importantes, mais attention, c'est des méthanes qui est produit dans le permafrost sous-marin. Ce n'est pas le méthane qui va s'échapper, c'est des méthanes qui pourraient éventuellement s'échapper vers l'atmosphère. Mais ça, il faut voir un petit peu plus en détail. Ça, c'est juste la production. Parce qu'il y a aussi des grandes barrières dans ces systèmes. Alors, quantité de carbone produit, ça, on a maintenant des estimations. Mais est-ce que tout cette méthane peut arriver dans l'océan et après dans l'atmosphère? Ça, c'est la question. Et ce n'est pas si facile parce que dans les sédiments, ici on a le permafrost qui se dégèle, qui produit des méthanes, surtout jusqu'au début des dégels, mais ces dégels, c'est continué. On a toujours des nouveaux couches de permafrost qui sont dégelées, qui produisent encore beaucoup de méthane, qui commencent à s'accumuler dans la colonne des sédiments, sous le fond marin, et commence à voyager vers l'océan Arctique. Mais dans les sédiments, il n'y a pas seulement les microbes qui dégradent le permafrost sous-marin, il y a aussi plein des autres microbes qui font plein des autres choses. Et dans tous ces microbes, il y a aussi les microbes qui consomment le méthane, qui consume le méthane et le transforme en CO2. Alors c'est un petit peu, si vous avez des enfants, c'est un petit peu comme vous essayez de sortir d'un parc d'attractions ou d'un parc zoologique. Il y a toujours la boutique de cadeaux jusqu'en sortant. Et c'est un petit peu la même chose dans le sédiment. C'est pas facile de s'échapper. Hein. Il y a quelque chose qui est produit ici. Pour arriver là, il faut passer par la boutique de cadeaux. Il y a plein de trucs chouettes qui vont consommer encore votre argent. C'est la même chose avec le méthane. Alors, c'est des autres... cette fois, ce n'est pas des méthanogènes, mais des méthanotrophes. Alors, des microbes qui aiment bien le méthane et ils oxydisent en CO2. En carbone dissous. Et ça, c'est vraiment une barrière assez efficace dans les sédiments qui, normalement, consume tout le flux de méthane qui monte dans les sédiments. Ça peut aussi... Parfois, on a des méthanes qui viennent seulement de dégradation de matière organique dans les sédiments ou d'une source thermogénique. Et c'est des barrières assez efficaces qui consomment tout le méthane. Et on a testé pour le permafrost et on voit ici, ça c'est l'efficacité de cette barrière, 100%, ça veut dire tout le flux de méthane qui est venu du bas et consumé. Et on voit c'est vraiment très très efficace, sauf pour les flux de méthane qui peuvent pousser cette barrière très 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 proche à une distance, une petite distance du fond de la mer. Alors si cette barrière se trouve, si on a un flux de méthane assez fort qui pousse cette barrière vers le fond de la mer, on peut avoir une certaine réduction dans cette barrière.
Mais bon, c'est assez difficile à faire et dans tous les autres cas, on voit vraiment une efficacité qui est presque à 100%. Mais il y a un problème. Il y a un grand problème parce que normalement on dit c'est super, c'est très bien pour nous parce qu'il y a des microbes qui vont utiliser tout cette méthane et ne va pas s'échapper dans l'océan ni dans l'atmosphère. On ne va pas voir des effets positifs sur le climat, un réchauffement continu. Mais le problème, c'est que les microbes, ils ne peuvent pas utiliser les gaz, les méthanes en forme de gaz, seulement les méthanes en forme dissous dans l'eau. Et ce qu'on voit, c'est des petites bulles de gaz qui peuvent monter, qui peuvent juste s'échapper de cette boutique de gâteau et s'échapper dans la colonne d'eau. Mais est-ce que c'est important, le gaz? Est-ce qu'on produit suffisamment de méthane pour produire des gaz de méthane? Parce que normalement, dans le permafrost, on a vu que les microbes commencent à dégrader la matière organique et produisent du méthane. Cette méthane dans les eaux qui sont dans les sédiments diffuse vers le fond marin, mais est consumé. Le problème, c'est juste que c'est consommé en eau par ces méthanotrophes. Mais le problème, c'est à un moment où on a accumulé suffisamment de méthane ici pour sursaturer les zones interstitiales dans les sédiments, on commence à former des bulles de gaz. Et ça, c'est quelque chose, il faut avoir beaucoup de méthane, mais si on sursature cette eau, on peut avoir des gaz qui se forment. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans le permafrost sous-marin? Et cette gaz est très efficace à casser des petites fractures dans les sédiments pour s'échapper. On les a vus dans les photos et dans les observations. Et le problème, c'est vraiment qu'on voit, oui, effectivement, on forme beaucoup de gaz. C'est parce que les microbes produisent beaucoup de méthane qui s'accumule dans les sédiments. C'est assez profond, on parle des profondeurs dans les sédiments de 10 vers 40, parfois 100 mètres. Alors, la diffusion, c'est un processus très, très long. Et on voit que le méthane est assez efficace de sursaturer les eaux dans les sédiments. Et après, tout l'autre méthane qui est formé va s'échapper en forme de gaz. Alors, c'est important, on voit que cet dégel de permafrost est assez susceptible, cette méthane qui est produite par cette dégel est assez susceptible d'être émise dans le système océan. Pour le moment, on est encore sédiment-océan, alors il faut aussi encore voir l'océan, qu'est-ce qui se passe dans l'océan pour répondre à cette question. Est-ce que c'est important pour les rétroactions climatiques? Est-ce que ça peut avoir un impact positif sur le climat, un réchauffement? Mais pour les sédiments, il y a quand même une fraction assez importante qui peut s'échapper en forme de gaz. Mais quelle quantité de ce carbone peut être émis dans l'atmosphère? On voit cette quantité de gaz qui s'échappe des fonds marins, mais est-ce qu'il y a aussi des barrières dans l'océan? Et là, dans l'océan, on a aussi des microbes qui aiment bien le méthane, des méthanotrophes. Et là, c'est même mieux parce qu'eux, ils ont de l'oxygène pour consommer le méthane. Et c'est aussi normalement une barrière assez efficace. Mais ça dépend un petit peu. Là, on est dans un océan peu profond, c'est jusqu'à 60 mètres. Parce que normalement, on a quand même quelques centaines de mètres pour consommer cette méthane. Là, on a jusqu'à 60 et parfois même moins. Si on est très, très côtière, c'est moins. Et aussi, on voit les calculations de la fraction de flux de méthane qui peut être consumée selon le radius du bulle de ces rayons de ces bulles de méthane. Ça, c'est des valeurs qu'on observe dans la nature, de grandes bulles
14 mm, ça peut être des petites bulles aussi, et la profondeur de l'eau. Et là, on voit si on a des petites bulles, il n'y a pas vraiment de grandes quantités de méthane qui peuvent s'échapper. Juste parce que les petites bulles, ça ne monte pas rapidement et là, on a encore beaucoup de temps pour consommer le méthane pendant cette voyage par la colonne d'eau. Mais pour les grandes bulles, on voit quand même, surtout là, on a une profondeur moyenne de ce plateau continental de 60 mètres. Et on voit quand même que pour les grandes bulles, il y a quand même presque 50% qui peuvent s'échapper, surtout dans les zones peu profondes, ça peut quand même être une quantité assez importante. Mais ce qu'on voit aussi, c'est normalement c'est assez efficace aussi comme barrière. Et on a calculé pour différents rayons de bulles. Et ici, on voit ça, c'est les grandes bulles. C'est la fraction de méthane qui s'échappe en pourcentage. C'est le pourcentage de flux qui s'échappe. Ça, c'est pour les petites bulles. Et surtout pour les petites bulles, on voit que seulement environ 5% de ces flux de méthane qui sortent du fond marin peut arriver dans l'atmosphère. Mais pour les grandes bulles qui sont quand même observées en Arctique, en océan Arctique, on voit que ça peut être jusqu'à 40%. Et là, on voit aussi, parce qu'ici, on ne voit pas de grandes différences entre les différents scénarios de changement climatique. Ici, on voit quand même une différence pour les différents scénarios. Alors, cette fraction qui est oxydée, ça dépend vraiment largement de rayon de bulles, mais aussi de profondeur de l'eau. Et ça, c'est une estimation assez conservateur parce qu'on a aussi des turbulences. On a des vagues, on a des tempêtes, on a des turbulences, des petites turbulences dans l'eau qui peuvent aussi faciliter cette flux de méthane, cette émission de méthane vers l'atmosphère. Alors c'est très conservateur. C'est probablement un petit peu plus que ça. Mais bon, l'effet, c'est vraiment quelque chose qu'on se voit. Si tout est émis par des petites bulles, on voit vraiment une réduction assez radicale de cette émission de méthane. Si ce sont des grandes bulles, on voit encore surtout dans ces scénarios très pessimistiques des flux de méthane qui sont encore importants. Si on compare avec les autres sources de méthane, et ça c'est vraiment maintenant le flux qui peut arriver dans l'atmosphère, on voit c'est un flux important, mais ce n'est pas un flux catastrophique. Ce n'est pas des émissions catastrophiques où on dit ça certainement ça va mener à des grandes rétroactions dans le climat, à des grands réchauffements, à une perte, une accélération de dégel par ces réchauffements, par ces rétroactions positives. Et peut-être une dynamique qu'on ne peut plus contrôler. Ça pour le moment, avec toutes les paramétrisations qu'on a utilisées, qu'on a déduit des expériments, des observations. Alors selon les connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est des flux de méthane importants, mais pas catastrophiques. Et là, pour synthétiser un petit peu ce qu'on a vu avec cet exercice, c'est vraiment que le permafrost sous-marin peut produire des quantités de gaz d'effet de serre de méthane assez importantes, des quantités qui sont comparables à des grandes sources ou même des plus grandes sources de méthane qu'on trouve maintenant dans le système Terre, mais il y a des barrières assez efficaces dans les sédiments qui vont consommer une grande partie de ces flux. Dans les sédiments, mais les sédiments, le problème, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a les gaz qui peuvent s'échapper, qui s'échappent dans la colonne d'eau, mais ce gaz est aussi consumé par, c'est
barrières microbiennes dans l'océan et les émissions potentielles sont importantes mais pas catastrophiques. Et ça, c'est un petit peu le take-home message. Est-ce que c'est vraiment un danger pour le climat, pour voir des grandes rétroactions positives, pour voir vraiment une dynamique qu'on ne peut plus contrôler à un moment? Et ce qu'on voit, c'est vraiment que c'est climate mitigation scenario, c'est la mitigation de climat dans les scénarios les plus optimistes, les plus réalistes pour le moment aussi. Probablement les rétroactions positives des émissions de méthane qui viennent des permafrost sous-marins sur le réchauffement sont limitées dans ces scénarios. Ça, c'est un message assez positif qu'on n'a pas souvent. On n'a pas souvent des messages positifs, mais si on continue comme ça, probablement le permafrost sous-marin va produire des émissions de méthane importantes, mais pas catastrophiques. Et c'est parce que le permafrost, globalement, comparativement, est peu réactif. Au début, très, très réactif, mais après, peu réactif. Et il y a vraiment de puissants puits de méthane dans le système sédiment-océan. Mais, et ça, il faut aussi voir, les incertitudes sont toujours très, très, très grandes encore. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire avec certitude. C'est pour le moment, selon les connaissances qu'on a, selon les observations qu'on a faites. Mais on ne sait pas trop. Hein. Surtout le taux de dégel est très incertain. On voit aussi dans l'environnement terrestre qu'il y a parfois des événements de dégel assez rapides et très drastiques, avec un dégel complet, abrupt de quelques dizaines de mètres, parfois une centaine de mètres. Ça peut arriver, évidemment, dans l'environnement marin aussi. Alors, il y a encore de grandes incertitudes et il faut vraiment étudier tout cet environnement un petit peu plus intensivement et ciblé. L'autre problème pour le moment, et probablement pour les années à venir, c'est aussi qu'on est dans une situation géopolitique assez difficile dans cette région, maintenant avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a vu la cessation de toutes les collaborations entre les chercheurs de l'Ouest et la Russie. On voit toutes les infrastructures communes qui étaient mises en place sont maintenant plus fonctionnantes. Les relations sont cassées. Ce n'est pas quelque chose qui va se construire directement dans l'année prochaine si la guerre s'arrête. Et le problème, c'est vraiment cette région, le permafrost surtout. Il y a un petit parti en Canada, mais la grande partie, c'est vraiment en Sibérie et surtout le plafond continental en Sibérie. Et pour le moment, c'est vraiment un no-go zone. Et ça va avoir un effet sur la recherche et nos connaissances de permafrost et aussi nos habilités, nos capacités de prédire le futur et de prendre des décisions importantes. Merci. Merci pour cette présentation et c'était très instructif. Et au début, même si ça peut faire peur, la conclusion est un petit peu rassurante. Moi, j'avais une question, c'est et peut-être que je me trompe, mais dans mon souvenir, l'augmentation du CO2 dans l'eau augmente l'acidité globale de l'eau. Est-ce que ça a un risque d'impact sur tous les surtout les phénomènes dont vous venez de nous parler? Oui, parce que là, il y a d'autres aspects aussi. Ici, j'ai juste parlé de méthane, mais c'est vrai, c'est aussi cette méthane, il y a la consommation microbienne, mais ça consomme le méthane, mais le carbone ne disparaît pas. Hein. C'est une conversation de
de méthane en dioxyde de carbone. Et c'est notamment ça, c'est l'effet que le permafrost, tout le flux de carbone de permafrost vont s'échapper dans l'océan Arctique, qui est déjà très vulnérable à cette acidification, parce qu'il prend beaucoup de CO2 et c'est déjà dans un stade de saturation assez bas. Et là, on voit, c'est notamment, on mène aussi une petite recherche sur ça, on voit une acidification de l'océan assez fort et ça peut avoir un effet assez important sur food security, tout l'écosystème et tout l'environnement. Ouais, il y a plusieurs aspects là. Ouais. Voilà, merci pour cette présentation. J'avais deux petites questions. La première, c'était, bon, c'est un peu théorique, mais je me posais quand même la question, c'est si maintenant les températures arrêtaient d'augmenter aujourd'hui, elles diminuent pas non plus, mais elles continuent. Est-ce que la quantité de permafrost continuerait à diminuer ou est-ce qu'on garderait un status quo de la quantité qu'il y a pour l'instant? Oui, ben, on verra ces effets plutôt à long terme. Si on arrête à émettre le CO2, la température se stabilise ou diminue, on ne voit pas directement les effets parce qu'il y a encore toute cette mémoire dans les systèmes. Ça va prendre quelques décennies pour vraiment voir ces effets, mais on peut limiter cette dégel de permafrost. Ouais. Absolument. Ouais. Et alors, ma deuxième question, c'était la production de méthane dans le permafrost non sous-marin, donc terrestre, comparé à celle marin. Est-ce que c'est moins, parce que du coup on a la barrière marine en moins, du coup est-ce que la production est la même avec une barrière en moins ou est-ce que c'est quand même un peu moins... La production c'est plus bas, okay. Mais après le méthane qui peut s'échapper dans l'atmosphère c'est plus haut. Parce qu'on n'a pas les mêmes barrières microbiennes. Dans le sol, il y a aussi les microbes qui peuvent consommer le méthane, mais après, c'est directement vers l'atmosphère. Et c'est le même effet, si on a des gaz, ça s'échappe directement vers l'atmosphère. Et dans l'océan, on est quand même un petit peu dans un environnement qui est un petit peu plus stable, avec plus de barrières, avec des échelles des transports qui sont plus longs, alors on a des temps de résidence plus longs et le consommateur peut faire un plus grand différence sur ces flux-là. D'accord. Et du coup, par rapport, pour avoir une idée, le net de méthane qui serait produit dans l'atmosphère, il y en aurait plus qui serait produit par l'océan ou par la Terre? Par la Terre. Par la Terre, ouais. Okay. Pour le moment, il y a aussi des incertitudes oui, là. Et selon ces estimations. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps sur tout le système du Gulf Stream où les scientifiques s'inquiètent un petit peu du fait que ça s'arrête, etc., genre le jour d'après. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça aura un impact sur le permafrost dans l'éventualité où ça arrive, et ça sera, j'imagine, pas tout de suite, mais du coup, quel pourrait être l'impact que ça pourrait éviter tout ce dégel et voilà. Oui, c'est difficile à dire, hein, parce que si on voit cette réduction de puissance de cette Gulf Stream, mais aussi c'est l'Atlantic Overturning Circulation, qui est quand même un grand impact sur le climat, mais c'est très, très, très difficile à dire quel est l'impact régional sur le climat. On voit un refroidissement dans ces régions-là, alors ça peut aider, mais après, on voit aussi peut-être plutôt des réchauffements dans certaines régions, par exemple à peu près de Greenland, et surtout aussi des grandes différences de température, de grands extrêmes. Et surtout moins pour le permafrost sous-marin, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un petit peu isolé. Mais pour le permafrost terrestre, c'est aussi les températures en été qui sont importantes. Ouais. Et surtout aussi, maintenant en Sibérie, on voit des températures assez extrêmes en été, mais aussi des feux. Et les feux qui peuvent avoir aussi un grand effet sur le dégel de permafrost. Pour le permafrost sous-marin, c'est plutôt important la restructuration de circulation.
Et ça, avec une réduction de Atlantic Overturning Circulation, c'est vraiment difficile à prédire. Surtout parce que l'océan Arctique, c'est assez difficile à simuler aussi parce qu'il y a la classe de mer, il y a les continents, il faut avoir un bon aperçu de toute la circulation globale. Mais après, on veut avoir une résolution assez haute pour l'océan. Alors, c'est très, très, très difficile à faire pour le modèle. Et avec le plafond continental qui est très important, c'est aussi très, très difficile parce qu'il y a des autres équations qu'on utilise normalement pour les eaux profondes. Et là, pour la circulation, c'est important pour déterminer la température des eaux sur le fond marin. Et déjà, quelques degrés peuvent avoir un certain effet. Mais là aussi, parce qu'on est très profond dans les sédiments, alors même si on voit un grand différence dans la température de fond marin, ça prend quand même un certain temps pour y arriver dans le permafrost, parce que c'est des dizaines ou même des centaines de mètres de sédiments. Et la température, c'est aussi le transport de cette signal. Ça se fait aussi par diffusion qui est très, très, très long. Et c'est quelque chose, si on change quelque chose aujourd'hui, on peut avoir encore des effets dans son année. C'est juste très difficile à prédire. Et surtout avec des autres rétroactions. C'est pourquoi on parle maintenant pas seulement de tipping points, mais aussi de tipping cascades. Qu'il y a un tipping point qui est activé, et ce tipping point va activer des autres tipping points. Et comme ça, on rentre dans un régime qui n'est pas du tout contrôlable. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui se va passer. Et ça fait un petit peu peur. Merci. Merci pour la présentation. Et moi, ma question est peut-être un peu plus globale. Ici, tout ce que vous avez présenté était du coup sur l'Arctique. Mais est-ce qu'il y a l'équivalent qui est fait sur l'Antarctique? Ou est-ce que c'est trop différent? Ou Oui. est-ce que c'est trop similaire, justement? Et du coup, on projette la même chose Là, on a aussi un problème de méthane, mais c'est de différentes natures. On n'a pas de permafrost. Oui, on a très, très, très peu de permafrost sur Antarctique parce qu'on n'a pas eu ces grands changements avec des plateaux continentaux peu profonds, des grands changements du niveau de mer qui ont vraiment changé de grands environnements terrestres dans les environnements marins. En Antarctique, on n'a pas ça, mais on a un grand calotte de glace sur Antarctique. Et sous la glace, c'est la même chose. À un point, Antarctique, ce n'était pas complètement glacé, gelé. Il y avait aussi des forêts, de toundra et tout ça. Alors, il y a aussi des matières organiques. Et sous la glace, on a aussi la production de méthane. Ça, on le voit de flux qui sort de tous ces calottes. C'est la même chose en Greenland aussi. Et probablement, là, on pourrait avoir des grands réservoirs des hydrates de gaz de méthane, alors aussi des grands réservoirs de méthane qui sont stables pour le moment, mais quand la glace se fond, ces réservoirs deviennent instables et ça peut s'échapper aussi dans l'atmosphère. Et ça, c'est complètement inconnu. La quantité de gaz de méthane sous l'Antarctique. C'est encore des grandes incertitudes dans ce budget qui ne font pas partie du budget pour le moment. Ce n'est pas inclus dans le budget global de méthane, ce n'est pas inclus dans le rapport de IPCC. C'est ça, GIEC. C'est un petit peu de petits secrets que les environnements glaciaux nous gardent. Merci beaucoup. Oui, je pensais à un truc en fait. En réfléchissant aux différentes barrières qu'il y a, je me demandais quel était potentiellement, notamment dans les régions peu profondes, le rôle de la glace de mer. Parce que du coup, ça va être une forme de barrière pour l'échange. Mais est-ce qu'il y a également des communautés bactériennes méthanotrophes dans la glace de mer? Ouais. Ou est-ce que... Oui, ça on voit dans les calottes de glace, même au Greenland.
C'est aussi c'est même des communautés très très anciennes avec dans des conditions absolument extrêmes qui sont encore capables de consommer le méthane. Alors c'est la même chose dans la glace de mer, mais je dirais probablement le plus important, c'est vraiment cet effet de glace d'être comme un petit bouchon. On voit cette accumulation. Alors peut-être avec la glace de mer, on voit quand même des temps de résidence qui sont un petit peu plus longs. Et on le voit aussi, c'est l'image jusqu'au début. Tu vois, ça promet. On le voit souvent dans les lacs en Arctique. Sous la glace, on voit des grandes bulles qui se forment, comme ça, qui se forment dans l'hiver. Et en printemps, quand la glace se fond, on voit ces pics d'émissions qui sortent. Mais là, probablement, avec ces effets bouchons, je dirais peut-être c'est favorable pour le méthanotrophe. Et quand la glace disparaît, probablement on va voir les émissions augmenter aussi. Merci pour votre présentation. J'ai une question qui, j'espère, qui se base sur ce que je sais, et j'espère que je sais des choses correctes. Un des problèmes du CO2 qu'on met dans l'atmosphère, c'est qu'une fois qu'on l'a mis, il est quasiment impossible de le faire descendre parce que c'est un oxyde. À part par des systèmes de vases communicants avec l'océan, par exemple. Et je voulais savoir, pour le méthane, est-ce qu'il y avait ce même genre de problème, ou est-ce que le méthane était plus facilement, pas forcément de manière industrielle, mais plus facilement extractable de l'atmosphère, ou comment ça fonctionnait, comment la densité de méthane dans l'atmosphère pouvait varier, et quels étaient les facteurs à prendre en compte à ce niveau-là? Avec le méthane, c'est vraiment un gaz d'effet de serre qui a un vide, un demi-vie assez court. Alors, parce qu'il y a des processus qui consomment le méthane aussi dans l'atmosphère. Il y a la photooxydation. Et pour ça, le méthane, normalement, s'il est dans l'atmosphère, c'est consommé aussi à un certain taux. Et on ne voit pas vraiment une accumulation de méthane dans l'atmosphère. Mais ça dépend des sources et des puits, des balances de sources et des puits. Mais c'est beaucoup plus rapide que le CO2. Alors c'est plus facile de gérer le méthane. Et on voit aussi, si on voit une réduction des émissions, on voit aussi normalement une réduction dans la concentration. Et ce qu'on n'a pas vu pendant le Covid, par exemple, on a vu une réduction de CO2 avec la réduction des émissions de CO2 ou une stagnation de CO2, pas un taux qui a augmenté, mais avec le méthane, on n'a pas vu ça. On a vu une réduction des émissions, mais le taux de croissance de méthane s'accélérait. Et ça, c'est parce qu'on voit déjà il y a des sources naturelles qui sont en train d'augmenter. Ce n'est pas les émissions anthropogéniques. C'est déjà un effet indirect de changement climatique. On voit les sources naturelles qui deviennent plus importantes. J'avais une question par rapport à une slide qui est un peu après. C'est là. Donc, il y a le SSP1 qui est donc le plus optimiste. Mm-hmm. Comment ça se fait que en 2060, 70, etc., la concentration au CO2, elle baisse, alors que dans ma tête, je me dis, même si aujourd'hui on dit on fait tout ce qu'il faut pour réduire les émissions, planter plus d'arbres, etc., je vois pas comment la concentration au CO2 pourrait baisser. C'est parce que beaucoup de ces scénarios sont basés sur l'idée qu'à un point, on va avoir des technologies efficaces pour capturer le carbone. C'est plus qu'optimiste. Oui, mais c'est toute l'idée de net zero carbone. C'est vraiment basé. Et c'est même la diminution. Ça dépend. Une certaine fraction de cette diminution dépend de technologies de capturage de carbone qui n'existent pas à cette échelle-là pour le moment. Et on n'a pas la technologie qui peut être la solution globale. Pas pour le moment. Moi, je dirais jamais. Oui. Mais bon.
Ok.